Bonjour. Maintenant, on va expliquer quelques termes et définitions du contrôle, de prévention et contrôle des infections. Je suis professeur docteur Nesrine Fathi Hanafi, professeur de microbiologie médicale et immunologie de la faculté de médecine Université d'Alexandrie, l'Égypte, et je suis chef d'unité de prévention et contrôle des infections hôpitaux universitaires en Alexandrie. Euh, euh, Ce document définit les termes et expressions utilisés dans le domaine du contrôle des infections, et spécialement les infections associées aux soins. Premièrement, qu'est-ce que c'est l'infection? L'infection est l'invasion et multiplication de micro-organismes dans un hôte avec une réponse associée de l'hôte. Par exemple, fièvre, douleur, édème, écoulement purulent. L'infection peut être locale ou généralisée. Euh, Deuxième définition, c'est la colonisation, c'est la présence de micro-organismes chez l'hôte sans invasion ni réponse associée de l'hôte. Elle est distincte de l'infection et ne nécessite pas le traitement. Euh, Troisième définition, c'est la contamination. Contamination, c'est-à-dire présence de micro-organismes sur les objets inanimés, vêtements, instruments chirurgicaux, eau, nourriture, lait ou dans les substances différentes. Euh, il y a une chaîne de transmission des infections. Cette chaîne décrit les étapes nécessaires pour la propagation de l'infection. Il comprend les éléments suivants. Numéro 1, c'est l'agent infectieux qui est le micro-organisme capable de provoquer une infection. Deuxièmement, c'est le réservoir qui est la source de l'agent infectieux. Euh, Par exemple, une personne infectée, un animal, un objet contaminé. Troisièmement, c'est la porte de sortie par laquelle l'agent infectieux quitte le réservoir, par exemple la toux, les plaies ouvertes. Troisièmement, c'est la mode de transmission, c'est-à-dire le mécanisme par lequel l'agent infectieux est transféré du réservoir à l'autre, par exemple un contact direct, gouttelette aérienne, contact avec des objets contaminés. Quatrième point, c'est la porte d'entrée, et c'est-à-dire la voie par laquelle l'agent infectieux pénètre dans l'autre, par exemple la bouche, le nez, les yeux et les plaies ouvertes. Et cinquièmement, c'est la présence de l'hôte susceptible, qui est la personne susceptible pour développer une infection après avoir été exposée à l'agent infectieux. Une importante définition, c'est les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales sont les infections qui surviennent chez un patient pendant ou après son séjour dans les établissements de santé. Elles sont causées par des micro-organismes présents dans l'environnement hospitalier, peuvent être transmises par les professionnels de santé, les visiteurs ou les patients eux-mêmes. Type d'infection nosocomiale est classé en fonction de leur localisation. Numéro 1, c'est l'infection de site opératoire qui, qui détermine les infections qui surviennent au niveau de l'incision chirurgicale. Numéro 2, c'est les infections urinaires. C'est l'infection qui affecte les voies urinaires. Troisièmement, l'infection liée au cathéter, infections qui surviennent au niveau de cathéters vénaux centraux, cathéters vénaux périphériques ou des cathéters artériels. Quatrièmement, les pneumonies acquises sous ventilation mécanique, le PAVM. Infections pulmonaires qui surviennent chez les patients sous ventilation mécanique. Autres infections sont des infections qui peuvent affecter d'autres parties du corps, telles que le peau, les tissus mous, les os et les articulations. Pour
Faire une prévention, la prévention des infections nosocomiales est très important et essentielle pour protéger les patients et améliorer la qualité de soins. Les mesures de prévention comprennent des procédures qui sont appelées les précautions standards de prévention d'infections nosocomiales. Les précautions standards. Vous devez retenir ce terme, précaution standard. Numéro 1, elles comprennent l'hygiène des mains, par laver les mains fréquemment du savon avec des savons et l'eau et utiliser une solution hydroalcoolique ou n'importe quel antiseptique pour nettoyer et laver les mains. Numéro 2, c'est porter les équipements de protection individuelle, comme par exemple les gants, le blouse, le masque, lorsque la manipulation de fluides corporels ou des surfaces contaminées à l'huile. Numéro 3, isolement. Isoler les patients infectés pour éviter la propagation de l'infection. Quatrièmement, le nettoyage et désinfection des surfaces régulièrement dans l'établissement de santé. Cinquièmement, c'est performer une vaccination des professionnels de santé et les patients contre les infections évitables. Le plus important vaccination, c'est la vaccination contre l'hépatite B. Sixièmement, c'est la gestion des blessures par piqûre d'aiguille. Septièmement, gestion de déversement. Et huitièmement, c'est l'élimination sécuritaire des objets tranchants. 6, 7 et 8, on va les expliquer dans les lectures suivantes. Pour conclure, le contrôle des infections est un effort continuel qui nécessite la collaboration de tous les professionnels de santé en comprenant les principes de la chaîne de transmission des infections et en appliquant les mesures de prévention appropriées. Nous pouvons réduire le risque d'infection nosocomiale et améliorer la sécurité des patients. Une définition, c'est les définitions des infections associées aux soins. Une infection est dite associée aux soins, IAS, si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge, diagnostic, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative d'un patient et s'il n'était ni présente et ni en incubation au début de la prise en charge. Lorsque l'état infectieux au début de la prise en charge n'est pas connu précisément, un délai d'au moins de 48 heures ou un délai supérieur à la période d'incubation est couramment accepté pour définir une IAS toutefois. Il est recommandé d'apprécier dans chaque cas la plausibilité de l'association entre la prise en charge et l'infection. Pour les infections du site opératoire, on considère habituellement comme associées aux soins les infections survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou s'il y a mise en place d'un implant ou une prothèse ou d'un matériel prothétique dans l'année, toute année qui suit l'intervention. Il y a quelques définitions par site anatomique. L'infection du site opératoire peut être une infection superficielle de l'incision. Une infection, pour dire que cette infection est une infection superficielle de l'incision, on doit avoir une infection qui survient dans les 30 jours suivant l'intervention et affectant le pouls ou les muqueuses, les tissus cutanés ou les tissus situés au-dessus de la pénervose de revêtement diagnostiqué par, il y a 3 cas, le K1 est moins grave que K2, etc. K1, c'est l'écoulement purulent de l'incision. K2, micro-organismes associés à des filets nucléaires neutrophiles à l'examen direct et isolés par culture.
obtenu de façon aseptique du liquide produit par une incision superficielle ou d'un prélèvement tissulaire. Le cas 3, c'est l'ouverture de l'incision par le chirurgien et présence de l'un des signes suivants: douleur, sensibilité à la palpation, tuméfaction, localisée rougeur ou chaleur. Il est important, remarque que l'inflammation minime confinée au point de pénétration du suture ne doit pas être considérée comme une infection. Deuxième définition, c'est l'infection profonde du site opératoire. Cette infection est l'infection survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou dans l'année, s'il y a eu mise en place d'un implant ou des prothèses ou d'un matériel prothétique affectant les tissus ou organes ou espèces situées au niveau ou au-dessous de l'aponevrose de revêtement ou encore ouvert ou manipulé durant l'intervention diagnostiquée par 3 cas, K1 est moins grave que K2 et 3. K1, écoulement purulent provenant d'un drain sous-apnévrotique ou placé dans l'organe ou le site ou l'espace. K2, déhiscence spontanée de l'incision ou ouverture par le chirurgien ou au moins un des signes suivants: fièvre plus de 38 degrés, douleur localisée ou sans sensibilité à la palpation et les micro-organismes isolés par culture obtenus de façon aseptique d'un prélèvement de l'organe ou du site ou de l'espace, ou culture non faite, une culture négative en l'absence de traitement antibiotique exclut le cas. En cas 3, il y a un abcès ou autre signe d'infection observé lors d'une réintervention chirurgicale, d'un examen histopathologique, d'un examen imagerie ou d'un acte radiologie interventionnelle. Il y a une importante remarque: il est important de collecter systématiquement la nécessité de reprise opératoire. Une autre définition, c'est le bactérurie. Les simples colonisations urinaires ou bactériuries asymptomatiques ne sont pas des infections associées aux soins. Pour dire une infection urinaire, on doit avoir au moins un des signes suivants: fièvre plus que 38 degrés, impériosité mictuelle, pollakiurie, brûlure mictuelle ou douleur subpubienne, et l'absence d'autres causes, infectieuses ou non. Et sans sondage vésical ni autre à bord de l'arbre urinaire, leucocyturie, plus que 10 aux puissance de 4 leucocytes par millilitre. Et uroculture positive avec une concentration plus que 10 aux puissance de 3, c'est-à-dire 1000 micro-organismes par ml, et au plus de micro-organismes différents. Avec sondage vésical ou autre à bord de l'arbre urinaire au cours ou dans les 7 jours précédents, uroculture positive avec une concentration plus que 10 aux puissance de 5 micro-organismes par ml, au plus de micro-organismes différents. Une nouvelle définition, ce sont les infections liées au cathéter. ILC, les cathéters veineux central. On dit qu'il y a une infection avec une cathéter veineux central par la bactériémie ou fongie liée au CVC, cathéter veineuse centrale, est définie par l'association d'une bactériémie ou fongémie survenant dans les 48 heures encadrant le retrait de cathéters veineux centraux ou la suspicion diagnostique d'infection de cathéter si celui-ci n'est pas retiré d'emblée. Et soit une culture positive avec le même micro-organisme sur l'un des prélèvements suivants, comme culture de site d'insertion ou culture de CVC avec une concentration 10 aux puissance de 3
unité formant colonie per millilitre. Ou soit des hémocultures périphériques et centrales positives aux mêmes micro-organismes. Pardon. Et euh, si on a une infection avec des cathéters véno-périphériques, on doit avoir des bactériémies ou fongémies liées au cathéter veineux périphérique. Ça a lieu avec l'association d'une bactériémie ou fongémie survenant dans les 48 heures encadrant le retrait de CVP et l'un des éléments suivants. Une culture du CVP avec une concentration de organismes 10 au puissance de 3 unités formant colonie per millilitre avec le même organisme. La présence de puces au site d'insertion de CVP ou l'absence d'une autre porte d'entrée identifiée. En l'absence de bactérémie, le diagnostic de l'infection liée au cathéter sur CVP périphéral repose sur localement une culture de CVP avec une concentration de 10 au puissance de 3 unités formant colonie per ml si le CVP est adressé en culture pour suspicion d'infection. Ou la présence de puces au site d'insertion du cathéter avec culture positive de site d'insertion. Ou absence de culture du site d'insertion avec une culture négative et absence de traitement antibiotique exclut le cas. Une infection liée au cathéter général a lieu quand la culture de CVP nous donne une concentration de bactéries avec 10 au puissance de 3 d'unités formant colonie per millilitre et une régression totale ou partielle des signes infectieux généraux dans les 48 heures suivantes. Les cas où il y a des colonisations de cathéters. La surveillance épidémiologique de la colonisation des cathéters impose la culture systématique des cathéters après ablation ou à la même technique de culture à l'ensemble des établissements de soins participant au réseau de surveillance. Dans ces conditions, la colonisation est définie par la culture positive du cathéter, méthode tentative plus que de 10 aux puissance de 3 d'unités formant colonie per millilitre, sans tenir compte de l'existence éventuelle de tout signe clinique ou de données microbiologiques associées, telles que le défini ci-dessus, conduisant au diagnostic d'infection liée au cathéter. Une nouvelle définition, c'est l'infection pulmonaire. Elles sont divisées en deux identités. Le pneumonie acquise sous ventilation mécanique, PAVM, c'est-à-dire toute pneumonie survenant chez le malade dont la respiration est assistée par une machine. Soit la manière invasive par l'intermédiaire d'un tube endotrachéal ou d'une trachéotomie, soit de manière non invasive par l'intermédiaire d'un masque facial ou d'un autre procédé dans les 48 heures précédant le survenu de l'infection. Il y a une autre pneumonie qui est la pneumonie survenant en l'absence de ventilation mécanique par laquelle le diagnostic microbiologique, voire radiologique, peut être difficile et parfois impossible à établir, sont exclus de la définition des pneumonies d'inhalation favorisées par les troubles de conscience ou de déglutition antérieure à l'admission et non liées aux soins initiaux. Donc, ça, ce n'est pas une infection liée au établissement de santé. La définition de pneumonie, on doit avoir des signes radiologiques pour dire qu'on a une pneumonie, comme deux des clichés radiologiques au plus avec une image évocatrice de pneumonie ou en l'absence d'antécédents de cardiopathie ou de maladie pulmonaire
sous-jacente, une seule radiographie ou un seul examen scanographique suffit. Et au moins un des signes suivants. Une hyperthermie, fièvre, plus que 38 degrés, sans autre cause. Leucopénie, moins que 4000 globules blancs per millimètre cubique ou hyperleucocytose, plus que 12 000 globules blancs per millimètre cubique. Et au moins un des signes suivants ou au moins deux des signes suivants pour le diagnostic de la pneumonie possible ou clinique uniquement, euh, avec une définition de la pneumonie possible ci-dessous. Une apparition de sécrétions brûlantes ou modification des caractéristiques comme couleur, odeur, quantité ou consistance. Tout au dyspnée ou tachypnée, auscultation évocatrice ou aggravation des gaz du sang, désaturation ou besoin accru en oxygène ou en assistance respiratoire. Tout ça nous donne le diagnostic que cette patient est une pneumonie et on doit faire une preuve pour dire que cette infection est bactérienne ou virale, etc. Donc, le pneumonie possible ou clinique, en l'absence de possibilité de réaliser une radiographie pulmonaire, présence d'un moins trois signes cliniques de la sphère respiratoire, par exemple, apparition ou aggravation du tout, apparition ou aggravation d'une expectoration, apparition ou aggravation d'une dyspnée, apparition ou aggravation d'un encombrement bronchique ou des signes auscultatoires du poumon. Aussi, on peut avoir une apparition d'une douleur thoracique ou augmentation de la fréquence respiratoire, tachypnée de repos plus que 25, ou associée à au moins une signe systématique. On doit aussi considérer la fièvre plus que 38 degrés ou l'aggravation de la dépendance ou l'état mental sous-expliqué par ailleurs. Il y a un important remarque, il est impératif de réaliser une radiographie pulmonaire chaque fois que cela est possible. Et enfin, pour avoir un message à retenir, après toutes ces définitions concernant la prévention et contrôle d'infections des hôpitaux, on doit savoir que par la prévention et contrôle des infections, le PCI, on entend les pratiques et les procédures fondées sur des données probantes qui, lorsqu'elles sont appliquées de façon constante dans les milieux de soins de santé, peuvent prévenir la transmission ou réduire le risque de transmission de micro-organismes aux fournisseurs de soins de santé, aux patients, aux résidents et aux visiteurs. Merci pour votre attention et je vais vous joindre avec une autre deuxième lecture suivante. Merci et prête à n'importe quelle question. S'il te plaît, écris ton question sur le chat. Merci, au revoir.